Bon, cette fois-ci, désolé, mais il n'y a plus de débat, on est en décembre, donc si vous ne savez toujours pas ce que vous mangez pour les fêtes, il y a un souci. Ok, ça va, j'exagère un peu. Après, faut pas être fâché avec le bonheur, quoi. Mais évidemment que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez encore de l'inspiration et c'est très bien. On a plein de dîners entre potes, avec la famille ou les collègues qui arrivent et on cherche toujours 1 milliard d'idées. Et je suis là aujourd'hui pour vous aider. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, pour commencer. Je suis Woogies et j'ai surtout l'honneur de vous annoncer que nous allons imaginer aujourd'hui un menu complet. Apéro, entrée, plat et dessert, version bistronomique. C'est-à-dire qu'on va envoyer des belles assiettes que l'on pourrait retrouver dans un resto, mais sans trop se prendre la tête non plus, parce qu'on n'a pas une cuisine professionnelle. Mais ce n'est pas tout. Je dois aussi vous dire que nous avons déjà sorti un menu en 4 temps la semaine dernière pour les gros repas de famille. Facile à préparer en avance, facile à envoyer et facile à partager. Il est dispo juste ici. Et tant qu'on y est, la semaine prochaine, nous enchaînerons avec un menu full végétarien, ultra gourmand et très coquin. Et pour les fous du fond là-bas, on va faire un menu craquage. On va se faire plaisir avec des produits, des techniques et des plats que l'on n'a pas l'habitude de voir pour un dernier menu grande pompe. Donc si vous ne voulez pas louper ça, pensez à vous abonner et à activer la cloche juste ici. Pour le menu du jour, j'ai un peu traversé la Manche pour m'inspirer de plats que j'ai découverts dans des restos qui me fascinent. On va d'abord aller dans le Kent pour l'entrée, dans le Somerset pour le plat et petit passage par Londres pour le dessert. Les Anglais sont beaucoup trop forts en ce moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, sortez les barbours, ça part sur le menu du jour. Messieurs, dames, nous allons nous lancer sur l'amuse-bouche. Enfin, plus qu'un amuse-bouche, j'irais plus un dip. Vraiment quelque chose à tremper avec du pain, des légumes, des crudités, ce que vous voulez. C'est absolument délicieux. On n'en mange pas assez souvent. Et quand on en mange, on a trop tendance à aller au supermarché ou à l'épicerie. Alors qu'en vrai, le faire maison, ça change absolument tout, à commencer par sa couleur. Vous commencez à me voir venir, on va se faire aujourd'hui du tarama maison. C'est absolument délicieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt simple, voire très très simple. Le plus compliqué, c'est juste de trouver les œufs de cabillaud fumés. Mais ça, vous en commandez chez votre poissonnier et vous allez vous en sortir très très bien. Je vous conseille qu'on se mette tout de suite sur le dossier. C'est parti. Alors, les œufs de cabillaud, c'est ça. Le pain, c'est ça. Ça va, c'est une blague, je sais que vous savez à quoi ressemble du pain. En revanche, des œufs de cabillaud fumés, on n'en voit pas non plus tous les 4 matins. Mais bref, revenons-en à nos petits pains, car ceux dont je suis en train de retirer la croûte ne vont pas servir de toast, mais plutôt donner la texture au tarama. Et pour un rendu très onctueux, on va les plonger dans du lait. Pendant quelques minutes, le temps de s'occuper des œufs de cabillaud. Il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste retirer cette petite membrane qui les entoure. On divise la poche en plus petits morceaux, et on les débarrasse directement dans la cuve d'un mixeur. On essore ensuite un petit peu le pain. L'objectif, c'est qu'il soit bien imbibé, mais on ne fait pas une soupe non plus. On ferme notre robot et on mixe à pleine puissance. L'objectif ici est de créer une pâte homogène entre le pain et les œufs de cabillaud, afin de créer une base que l'on va monter à l'huile, puis à l'huile d'olive. Si vous faites tout à l'huile d'olive, ça risque d'emporter un peu le goût. Pour aller chercher de l'acidité, un petit peu de jus de citron jaune, et on continue de mixer jusqu'à obtenir cette jolie texture bien épaisse. Des œufs de cabillaud montés avec de l'huile, le tarama c'est un peu une mayonnaise de poisson en fait. Alors moi j'en ai fait une très grande quantité pour des amis, mais vous pouvez retrouver toutes les mesures dans le tome 2 de mon livre de cuisine, le manuel du cuisinier amateur, ou comme d'habitude, dans la description sous la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à dresser le tout bien frais dans un ramequin avec de l'huile d'olive et des toasts. Et ben voilà, hein. On voit à quel point c'est simple quand même de faire ce petit tarama là. Un petit dressage facile, un peu d'huile d'olive, du pain un peu grillé, on trempe ça là-dedans. Avec le pain qui sort tout juste du toaster, c'est incroyable. La petite olive là, présente mais pas trop, c'est frais, c'est bon, c'est simple. Puis pour la quantité, c'est quand même beaucoup moins cher que celui qu'on achète dans le commerce. Oh, ça m'a ouvert l'appétit cette histoire. Et puis l'entrée, vous n'êtes pas prêts. L'amuse-bouche, c'est fait. Passons maintenant à l'entrée et on reste dans l'univers de la mer. Mais pas que, ça va être un terre-mer de légende, ce qui va nous faire une légère transition. On fait mer amuse-bouche, entrée terre-mer, terre pour le plat, c'est magnifique. C'est un plat que j'ai vu passer dans le restaurant Sargasso, le Sargasso Bar à Margate, dans le Kent, sud-est de l'Angleterre. C'est pas très loin finalement. Et du coup, ça m'a donné très envie. L'idée de ce plat est assez audacieuse, mais très sympathique. Nous allons faire une Saint-Jacques avec un boudin noir et un beurre pimenté. C'est relativement simple à faire. Il suffit de préparer la Saint-Jacques, on va snacker le boudin, mettre un petit beurre dessus, au four, c'est prêt. Donc, il y a de l'originalité, il y a du beau produit, un peu de technique, mais ça reste très simple et c'est ça qu'on veut pour une entrée. Je vous propose qu'on se jette dessus. On va donc commencer par le petit beurre pimenté. Pimenté parce que ça va permettre de relever à la fois le goût du boudin
mais également celui de la Saint-Jacques, sans arracher la tronche. Moi, l'idée du piment, c'est toujours de relever, de donner un petit coup derrière la nuque au moment de la dégustation, sans pour autant t'arracher le palais, on a envie de goûter ce qu'on mange. Donc, on va se faire ce petit beurre. Vous avez plusieurs options. Mettre du piment, ne pas en mettre du piment en poudre ou mettre du piment frais. On va commencer avec quelques petites herbes. Ça, c'est pareil, vous allez pouvoir vous faire le choix de vos herbes préférées. Ici, j'ai pris de la ciboulette. Ça fonctionne très bien avec de l'aneth, du persil. On reste dans le thème, mon couteau vient de Sheffield, cette fois-ci au nord de l'Angleterre. Oui, je suis un fanboy. Pour la ciboulette, on essaie de la ciseler le plus finement possible. Il faut un peu de patience et un couteau bien aiguisé. Et ça fonctionne tout seul. Alors évidemment, quand on dit herbe fraîche, il suffit pas de mettre une petite pincée de ciboulette. Quand on dit herbe fraîche, c'est herbe fraîche, donc on y va franco. Il faut que ça ait un goût marqué, il faut que ça ramène de la couleur, de la fraîcheur, le petit côté aliacé qu'on adore. Et du coup, on est généreux. Aliacé, voici la définition juste ici, qui fait donc partie de la famille des aliacées. Ail, oignon, information à vérifier. Mais dit avec beaucoup d'aplomb, ça marche. Perdu mon coupe-patte. C'est une corne. On débarrasse et on prépare le reste des ingrédients. On va ajouter une petite gousse d'ail. Je vous conseille vraiment de la prendre petite parce que le beurre va être cuit vraiment minute, donc on n'aura pas une cuisson longue. On n'a pas envie d'avoir trop ce goût d'ail prononcé cru en bouche. Petite microplane, très pratique pour râper l'ail, le gingembre, les épices, le café, le fromage. Mais là, nous allons l'utiliser pour de l'ail. Si vous avez un presse-ail, ça fonctionne très bien. Si vous avez ni l'un ni l'autre, on peut tout à fait hacher grossièrement l'ail. De toute façon, ça va repasser au mixeur juste derrière. Ici, l'avantage, c'est qu'on est sûr de bien répartir le goût, de ne pas tomber sur un gros bout d'ail lors de la dégustation. J'adore le goût du piment frais. On va donc mettre un piment frais. Celui-ci est un jalapeno qui a été élevé à Bruxelles sur les toits des abattoirs à Anderlecht, pas très loin d'ici. C'est fort, mais c'est pas trop fort non plus. Ça va avoir un goût de poivron un peu vénère, on va dire. Mais vous pouvez ajuster en retirant les pépins un peu, qui contiennent pas mal de piquant. Et surtout, encore une fois, on n'a pas envie de s'arracher la tronche. On retire la petite membrane blanche à l'intérieur. Et les pépins, vous pouvez évidemment les garder si vous êtes chaud. À vous de jauger. L'idée, c'est encore une fois de ne pas casser le goût du plat, mais de le relever un petit peu. Bien se laver les mains après. On se fait des longs bâtonnets de jalapeno comme ceci. Pour pouvoir ensuite le tailler finement en brunoise. Hop. On ajoute le petit jalapeno. Et pour finir, la partie fraîche de ce petit beurre pimenté, des zestes de citron jaune. Zeste, au-delà du fait que ça permet d'utiliser tout le citron, c'est absolument merveilleux en termes de goût. Ça rajoute beaucoup de subtilité. Il n'y a pas l'acidité, il y a une légère amertume du citron et surtout il y a tout le goût de l'agrume. Et donc il ne faut surtout pas le négliger et l'oublier. On vient se rajouter ça au beurre. C'est merveilleux. On se garde le citron pour rajouter du jus tout à l'heure. On se met un petit coup de propre et on sera bon pour faire le beurre. Ok, let's go. Je vais le faire au robot. Ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène et de beaucoup plus rapide surtout. Mais évidemment, ça fonctionne à la main, d'autant plus qu'on a déjà préparé tous nos ingrédients. On va se mettre le beurre qu'on a sorti, évidemment, au moins 1 heure plus tôt, ce qui permet d'avoir un beurre tout mou. Et le beurre tout mou, ça sera beaucoup plus simple pour faire ce qu'on veut aujourd'hui. Et donc, s'il est encore un peu plus mou, vous allez pouvoir le travailler directement, quasiment en mode pommade, avec une cuillère ou une maryse, et incorporer tous les ingrédients qu'on vient de préparer. Là, l'avantage, en le faisant au mixeur, c'est qu'on va mettre l'assaisonnement et surtout ça va être bien réparti. Vous aussi, vous vous sentez obligé de laver les mains quand vous avez un petit truc là? Une fois qu'on est là, on va donc pouvoir ajouter toute notre prep de tout à l'heure. Ciboulette, ail, zeste de citron, piment. On va faire un premier mix, histoire de bien répartir tous les ingrédients à l'intérieur. Et du coup, vous vous en doutez, le mixeur va chauffer un peu. Ça va donc faire encore plus fondre le beurre. Donc n'y passez pas des heures. Sinon, vous allez vous retrouver avec une flaque et là, c'est impossible à travailler. On va se munir d'une maryse. Ça va permettre de décoller le beurre, de le replacer près des lames. Et maintenant qu'on a un peu mieux réparti tous les ingrédients, on va pouvoir ajouter maldon salt, fleur de sel. Le beurre était doux, désolé les Bretons. Ce qui nous permet derrière, nous, de l'assaisonner à notre convenance. On va mettre du poivre. Il faut être généreux. Encore une fois, là, c'est pas qu'une portion de beurre, c'est pour une dizaine d'invités. Donc on y va franco. Petit jus de citron, pas trop, juste pour avoir cette petite acidité qu'on aime. Le truc fait une danse dans le mixeur. Ça sent déjà très très bon cette affaire. On est pas mal, on va pouvoir débarrasser tout ça. Hop. Alors, si vous le préparez la veille ou plusieurs jours à l'avance, mettez-le dans un petit film en plastique, formez un boudin et vous pouvez le mettre au frais. Il va reprendre en forme de petite bûche, ce sera super facile à utiliser. Et vous pouvez carrément le faire en plus grande quantité et le congeler derrière et le ressortir, pas à chaque fois que vous faites des Saint-Jacques, mais vous pouvez le réutiliser pour plein d'autres plats. Vous voyez la texture du beurre là?
J'ai envie de me faire une énorme tranche de pain grillé et de me claquer de ça dessus. Paf! Les belles Saint-Jacques, la saison a commencé en octobre. Nous allons donc nous en occuper. Ici, je les ai pris entières pour les préparer moi-même. Si vous avez la flemme, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez demander à votre poissonnier de les préparer pour vous. En revanche, de bien garder le creux de la coquille pour avoir un dressage sympa. Je les prépare et on enchaîne. Là, l'objectif, c'est de maintenir bien la lame en diagonale vers la partie du haut pour pouvoir racler en enlevant le moins possible de chair. On peut retirer d'abord la noix puis les barbes, ou alors tout retirer et extraire la noix par la suite. On peut la rincer très rapidement à l'eau bien froide si besoin, mais si elle est bien propre, pas de souci. On retire le petit muscle qui se situe sur le côté. J'ai utilisé le corail pour une autre recette, mais vous pouvez le garder. Une fois que c'est fait, on peut les mettre sur un petit essuie-tout. Le temps de préparer le reste, on va le mettre au frais. On met un coup de clean et on s'attaque au dressage. On a bien nettoyé nos petites coquilles, elles sont bien propres. On fait préchauffer le four à 200 degrés. Et maintenant, on va s'occuper de la pré-cuisson. On va faire pré-cuire notre boudin et les Saint-Jacques. Et pendant que la poêle chauffe, on va pouvoir se trancher le boudin. L'objectif, alors c'est de ne pas casser le boyau, et de 2, c'est d'avoir une tranche assez épaisse pour qu'elle fasse à peu près la taille d'une Saint-Jacques, quoi. Je vais faire que 2 Saint-Jacques. On n'est que 2 ici au local. Je vais pas non plus en faire 800 000, sauf si vous voulez venir. On va prendre de l'avance et on va préparer les supports des Saint-Jacques pour pouvoir ensuite mettre directement le boudin, pour éviter de le transvaser 15 fois. Un peu de gros sel, ça permet de stabiliser la Saint-Jacques. C'est pas magnifique ça. Oh là là, c'est magnifique. Là, on va avoir le petit bout de boudin, le petit bout de boudin, la Saint-Jacques, le beurre. C'est parti, let's go. Petite astuce pour le boudin noir, quand il est en petites parties comme ça marche pour toute autre recette, c'est de mettre dans la plancha, dans la poêle, dans ce que vous utilisez pour le cuire, un film cuisson. Ça va permettre de garder le marquage, en revanche d'éviter que ça accroche complètement à la poêle. Et là, on reste à côté. C'est bien, même Xavier, il apprend des trucs. Là, ça a parfaitement grillé comme on veut, et ça n'accroche pas du tout. Elle est pas belle, la vie. On a un côté marqué, on va pas non plus surcuire, sinon il y a le boyau qui va se barrer. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On est remonté en température, et de toute façon, on va le remarquer au four après. Le boudin, c'est fait. On garde la même poêle, le même papier cuisson, pleine balle. On peut remettre juste un peu d'huile d'olive pour être sûr, et on va sortir les Saint-Jacques. On sale le côté le plus large, hop. Et là, c'est pareil comme pour le boudin. Cuisson flash, très rapide. L'idée, c'est juste d'aller chercher le marquage. On va aller rechercher la température dans le four. Et surtout, on a envie qu'elle reste un peu nacrée. Donc, on le fait à l'unilatéral. Marvelous. Là, du coup, on le voit. Il y a le petit marquage qu'on veut. Hop. À côté de son poteau, le boudin. Pareil de l'autre côté. Et voilà à quoi ça ressemble à partir de maintenant. Alors évidemment, attention, ça va très vite. Pour le dressage, on se prend une petite assiette. On reduplique le sel. Attention, c'est peut-être un peu chaud. Marvelous. Et pas belle l'histoire. Ça se danse facilement cette recette, mais qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça sent terriblement bon. Bon, il ne reste plus qu'à déguster. On va commencer par la Saint-Jacques. Elle est encore nacrée. On la trempe bien dans le beurre. Et on a quand même envie de se faire la bouchée parfaite. Un peu de boudin dessus. C'est délicieux. Quand la terre rencontre la mer, ça fait souvent des merveilles. Oh là là, c'est trop bon ça. La Saint-Jacques est nacrée, le boudin un peu grillé, le beurre qui vient kicker avec le petit zeste de citron. Incroyable. Allez, next. Mesdames et messieurs, il est l'heure de passer au plat. Et pas n'importe quel plat, un pithiviers. C'est l'un des monuments de la gastronomie française. C'est donc une viande en croûte. Aujourd'hui, on va le faire à base de poulet, de cèpes, de bêtes, de farces absolument délicieuses. Vous m'en direz des nouvelles. Et je vous conseille évidemment pour ce plat de le préparer en amont. Donc là, on va le mettre dans l'ordre du dîner, mais je vous conseille de préparer tout ça en premier, car le reste prend un petit peu moins de temps. Comme vous commencez à le connaître sur cette chaîne, on va donc se faire une mise en place de l'espace. La mise en place est donc de préparer tous les éléments en amont du façonnage de la recette pour pouvoir être prêt et ne pas avoir des découpes et un peu de bazar un peu partout. Là, on fait au fur et à mesure chacun des ingrédients. Comme ça, on peut être bien propre, bien clean et bien organisé. On a donc commencé avec la préparation des cuisses de poulet. Celles-ci, elles n'étaient pas désossées. N'hésitez pas à le demander à votre boucher ou à même les trouver telles quelles, déjà désossées. Ça existe. Moi, je vais le faire moi-même. Ça me permet de garder les os pour le petit jus, notamment celui qu'on a fait pour la recette, et de le congeler si jamais j'ai besoin de faire un jus différent. On désosse en essayant de laisser le moins de chair possible. On retire la peau car on n'en aura pas besoin pour cette recette. Et on va essayer d'enlever les petits tendons là qui traînent un peu blancs.
qui sont pas forcément très agréables en bouche. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à pré-découper nos cuisses parce que si on les met telles quelles dans le mixeur, ça risque de créer une sorte de chaos technique à notre appareil. Donc on le pré-découpe, ce sera beaucoup plus simple et vous le verrez, ça va marcher du feu de Dieu. Une fois qu'on a pré-découpé notre poulet, on va pouvoir s'occuper de préparer tous les éléments de notre farce. Il y aura donc du persil qu'on va hacher également, comme ça il aura une texture bien fine, une échalote que l'on va ciseler finement, une gousse d'ail que l'on va râper, comme ça on est sûr qu'elle sera bien répartie dans la farce. Et l'une des stars de cette farce, c'est le lard de colonnata. C'est en fait juste une bande de gras. Il n'y a pas du tout de viande dessus, mais par contre c'est un gras qui a beaucoup de goût et ça va venir nourrir la viande, nourrir la farce et donner ce petit goût fumé, noiseté et bien tendre à cette farce qui n'en demandait pas tant, mais ça peut pas lui faire de mal. On la découpe en tout petits cubes, car elle, on va pas la mixer, donc on a envie qu'elle soit le plus fin possible pour se répartir le plus dans notre farce. Et une fois qu'on a tous les éléments, on va pouvoir mixer cette farce. On commence donc avec le poulet, que l'on va mixer seul pour être sûr d'avoir la texture que l'on souhaite. Là, c'est parfait. Une fois que l'on a ça, on va pouvoir ajouter les échalotes, le persil, l'ail, une cuillère à soupe de crème fraîche. Et pour l'assaisonnement, on va donc mettre sel, du poivre. Aujourd'hui, j'ai mis du poivre fumé, ça va super bien marcher avec la recette. De la noix de muscade et évidemment du piment d'Espelette. Pour lier un peu plus cette farce, j'ajoute un petit œuf qui va venir à la fois faire un liant, mais aussi à la cuisson, bien sceller cette farce pour éviter que ça se dépiote en petites parties. Et donc pour le mixage, on donne des petites impulsions. L'idée, c'est pas d'avoir une farce fine, c'est d'avoir quelque chose de bien lié, mais encore avec un peu de mâche. Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir mélanger le lard de colonnata directement dans la farce sans le mettre dans le mixeur, cette fois-ci, car on veut le garder en petits morceaux. Et derrière, ça, on va pouvoir le réserver au frais. La farce, on est bon, tout est prêt. On a besoin maintenant de se préparer nos bêtes. Donc c'est un joli petit légume et on va se faire aujourd'hui les feuilles. On va pas avoir besoin des côtes, donc ça on peut les réserver pour une soupe, un bouillon, une purée, ce que vous voulez, c'est délicieux. Et on va donc blanchir les feuilles. Elles sont super grandes, donc elles vont nous permettre d'enrouler parfaitement notre viande. On les plonge dans l'eau chaude pendant moins d'1 minute et ensuite on débarrasse directement dans l'eau froide, toujours en faisant attention à pas les briser et en les faisant une par une, ce sera beaucoup plus simple. On débarrasse sur de l'essuie-tout pour retirer l'excédent d'eau et on est prêt. Pour la poudre de champignons qui va venir assaisonner notre poulet, on peut soit l'acheter tel quel en sachet, et sinon ce qui fonctionne très bien c'est d'avoir des petits cèpes déshydratés et de les mixer avec un petit moulin à épices pour avoir ce rendu poudre qui va être très chouette pour assaisonner l'ensemble du poulet. Et pour le jus, on l'a commencé hier. On a fait donc rôtir à 200 degrés des ailes de poulet. Une fois que ça c'était bien grillé, on va donc le débarrasser dans une grande marmite, bien gratter les sucs dans le fond de la plaque qui allait au four, et derrière, on rajoute de l'eau pour mouiller tout ça, quelques petits légumes. À la première ébullition, on va donc pouvoir écumer les petites impuretés, et une fois que ça devient de plus en plus clair, on va pouvoir laisser mijoter tout ça pendant des heures et laisser réduire tranquillement. Une fois que ça a bien réduit, bien concentré, au bout de 4-5 heures, on va pouvoir filtrer le tout et le mettre dans une plus petite casserole. Et là, on continue le même mécanisme pour que ça continue de réduire. Une fois que c'est fait, on peut le repasser une dernière fois histoire d'être sûr dans une plus petite casserole. Et là, on va être sur la dernière ligne droite pour notre jus qui va être fantastique. Une fois qu'on en est à cette étape-là, on peut couper le feu et on le laissera réduire à la bonne consistance pile au moment du dressage. Maintenant que toute notre mise en place est prête, on a la farce, les feuilles, la poudre de cèpe, le jus, on va pouvoir se mettre sur le façonnage de nos pitiviers. Concentrez-vous. Ça demande un petit peu de technique, mais si vous faites les choses bien, ça devrait bien se passer. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer par assaisonner le filet de poulet, avec du sel fin pour commencer, puis avec notre poudre de cèpe. Sur le sel, on essaye d'être généreux mais raisonnablement. En revanche, sur la poudre de cèpe, il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est ce qui va vraiment donner du goût. Une fois que c'est fait, on va pouvoir directement l'enrouler dans la feuille de blette. Alors en fonction de la taille de la feuille, vous aurez plusieurs solutions. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois. Ici, j'ai pris 2 morceaux, un sur le dessous et un sur le dessus. En revanche, l'idée c'est de bien border la viande pour qu'on ne la voit plus. Donc on s'applique, on rafistole et on retire les grosses nervures si besoin. Et ça part directement au congèle. Pendant une vingtaine de minutes, ce sera très bien. On se munit de notre farce bien froide également, ce sera beaucoup plus simple à manipuler. Et pour encore plus de facilité, on la dispose sur du papier sulfurisé. Le temps est écoulé, notre filet est bien figé, on va pouvoir le disposer sur notre farce que l'on a étalée. Non mais le gars enchaîne les rimes. Ça peut partir en alexandrin à tout moment cette histoire. Bon, à partir de là on est plus sur de la maçonnerie que de la cuisine. Mais l'idée est simple, recouvrir tout le filet pour ne plus voir de verre. On fait vite pour éviter de faire fondre la farce, et c'est reparti pour un petit tour au congélateur. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir se faire la purée de carottes. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais c'est absolument délicieux. On commence par les laver.
Du coup, on épluche toutes nos carottes, on retire les 2 extrémités et on est bon. Voilà, pas de piège. On les coupe en rondelles. Plus les rondelles seront fines, plus ça cuira vite, évidemment. Hop, on va pouvoir passer à la cuisson. On met de l'eau à bouillir et c'est parti. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite échalote dans la purée de carottes. L'eau va bientôt bouillir et on va pouvoir ajouter les carottes en foutant partout, Hugo! Et parce qu'on est des petits gourmands, 3 feuilles de laurier. Pas une de moins, pas une de plus. Vous avez bien compris. Je nettoie mes bêtises et maintenant, on va laisser tranquillement cuire pendant 20-25 minutes. L'idée, c'est que ça se transforme pas en purée déjà dans la casserole. Mais après, il faut que ça se tienne encore un peu, quoi. Mais il faut que ce soit bien beau. On se rapproche du but. On peut sortir son blender, araignée, sinon vous pouvez le faire à la passoire directement. On a préparé tous les ingrédients pour la purée, crème, beurre, poivre blanc, sel. J'ai oublié le piment d'Espelette. Petit piment avec les carottes, ça marche bien. Le sucre, le côté rond de la carotte avec le petit kick du piment, on adore. On peut retirer les feuilles de laurier. Le potentiel que je mette tout à côté encore est très fort. On égoutte bien, l'idée c'est de pas avoir trop de... On veut pas d'eau en fait, on veut que ce soit vraiment que de la carotte et la matière grasse pour la monter. On va commencer par mixer les carottes. Et là, pour détendre un peu et que ça permette de mixer mieux, on met la crème. La couleur, mes amis, blanc et orange, évidemment, on a une couleur jaune magnifique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assaisonner du sel. Poivre blanc, ça permet d'être plus discret et de ne pas avoir ces petits grains noirs dans la purée. Piment d'Espelette, vous savez que j'adore le piment d'Espelette. Et là, on va mettre un premier morceau de beurre et le reste, on va le monter avec. Et là, on laisse mixer à pleine balle. Faire un petit contrôle qualité. Alors déjà, l'odeur, mamama. La texture, on a l'air pas mal. En fait, le fait de le mixer à pleine vitesse comme ça lui donne un côté très aérien. Et monter au beurre, la couleur est folle. Là, on le voit, la texture aussi. Cette purée, une fois qu'elle est prête comme ça, 2 options. Soit vous êtes last minute, ce qui peut arriver, mais ce que je ne vous conseille pas. Et dans ces cas-là, on peut la servir direct. Soit sinon, vous la réservez dans une boîte au frigo et vous la réchauffez au dernier moment. Ou si vous le faites quelques heures avant le dîner, vous la mettez dans une casserole, on laisse et on refait réchauffer au dernier moment. Et nous voici de retour sur notre filet. Il a bien pris au frais sans pour autant être un glaçon, mais ce sera beaucoup plus simple pour le réenvelopper à son tour de feuilles de blette. Même mécanique que pour tout à l'heure. Un beau filet bien bordé, et cette fois-ci, pas besoin de le mettre au frais, on va directement le mettre dans la pâte feuilletée. Alors celle-ci vient de chez mon boulanger. Franchement, ça change quand même beaucoup de choses en termes de feuilletage. Après, si vous êtes chaud de la faire maison, eh bien vous êtes un grand malade. Ou pâtissier. Après, est-ce qu'il faut pas forcément être un grand malade pour être pâtissier? Mais je m'égare complètement. On insère donc notre poulet entre 2 pâtes feuilletées. Et là, le plus important, ça va être de bien les sceller et de les découper à la forme du poulet. Comme toujours, une fois que c'est fait, on met au frais. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire des petites cheminées. Vous pouvez les faire un peu à l'arrache avec un couteau, mais avec ces petits emporte-pièces, c'est quand même très pratique. Et je sais pas, ça a un petit côté satisfaisant quand même. Pour être sûr que notre cheminée soit la plus efficace possible, on va soit laisser notre petit emporte-pièce dedans, soit créer un petit conduit avec du papier d'aluminium. On essaye évidemment de le faire au diamètre de la cheminée, et vraiment l'objectif de cette dernière, c'est de pouvoir évacuer toute l'humidité lors de la cuisson. Sinon, l'intérieur de votre pâte sera complètement imbibé, et vous allez vous retrouver avec une piscine de jus de poulet. Et de la pâte feuilletée qui craque de tous les côtés. Bref, je vous conseille de faire une cheminée. Une fois qu'elle est bien posée, on va pouvoir s'attaquer à une étape tout aussi importante du plat, la dorure. 1 ou 2 jaunes d'œufs battus que l'on va appliquer sur le feuilletage avec un pinceau. Et comme quand on peint un mur, on n'a pas envie de voir de couleur. Donc essayez de vous appliquer pour que ce soit joli. Après un petit passage au frais d'une dizaine de minutes, on va pouvoir faire des jolies petites stries avec la pointe de son couteau. Faites-vous plaisir si vous avez envie de mettre le nom de votre bien-aimé. Ce sera kitsch, mais potentiellement une bonne idée. Il est maintenant temps d'enfourner notre petite merveille à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Mais je ne peux que vous conseiller d'investir dans une sonde, car l'objectif c'est que la température à cœur du poulet soit de 68 à 70 degrés à la sortie du four. La température va continuer légèrement de monter pendant le repos et on aura une texture parfaite. Sinon, essayez plus de vous baser sur un 30 minutes qu'un 25, histoire d'être sûr. Bon, moment de vérité, on s'attaque à la découpe. Là, il a bien reposé. Bon, du coup, on découpe d'abord le feuilletage, qu'avec un couteau comme ça défonce tout. Mais par contre, la viande, on y va avec un couteau bien aiguisé. Macabello, hein. J'ai envie de pleurer, tiens. La cuisson du filet de poulet, elle est parfaite, je peux vous le dire d'avance. La cuisse aussi. Non, on va être pas mal du tout. Là, on va se faire une maxi tranche, ça va être trop bonne. L'assiette, je vous conseille toujours, sur des plats comme ça, avec la purée qui refroidit rapidement, d'avoir une assiette chaude. Comme ça nous permet de ne pas avoir une purée froide, un feuilletage froid, et qu'on mange tous chaud. Et c'est ça qu'on aime. On commence avec le pitilier.
La purée de carottes qui est évidemment chaude, minute. Hein. Et là, ce qui va faire toute la différence, notre jus là, il a bien réduit, il est nappant as fuck. On va en mettre une cascade. Et alors là, je vous annonce qu'il faut être généreux. Hein. Ça, c'est facultatif, mais si vous en avez, c'est de l'huile verte. Alors moi, je l'ai faite au basilic, mais c'est le même principe que l'huile d'aneth qu'on avait fait l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant. Elle est disponible sur ma chaîne juste ici. Ça va venir trancher avec le jus, et ça, on adore. Un petit peu d'herbe fraîche. Ça ramène de la verdure, et surtout, ça a un petit côté avec l'oseille et le cerfeuil comme ça. Beaucoup de fraîcheur au plat qui est quand même assez gourmand. Donc, ne pas négliger, vous pouvez faire avec une petite salade ou autre, en train de manger l'assiette, t'as mangé faim. La final touch du chef, tout petit peu de fleur de sel. Et bah franchement, je suis pas peu fier de ce petit pitivier à partager là, c'est magnifique. Évidemment là on a pris le petit dôme pour le dressage, mais vous pouvez le faire en petites tranches de 2 cm, ce sera merveilleux. On entend là. Ça croustille bien. On va essayer de faire la bouchée parfaite. Là on a du filet, de la cuisse, un peu de jus. Oh. Tu l'as ce jus là? Prêt? C'est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut. C'est léger, ça croustille, c'est gourmand, c'est frais en fait. Parce qu'avec les bêtes, le persil qu'on a mis à l'intérieur, la farce elle est super agréable. La carotte c'est genre juste un petit nuage de bonheur. Et puis mettez-moi une baignoire de ce jus de viande là, perlé avec cette huile de basilic. C'est absolument merveilleux. Vous reste-t-il un peu de place pour le dessert? Non, jusqu'à ce que vous voyez ce qu'on mange. Car aujourd'hui, on continue sur notre petit road trip britannique et on va se faire une petite spécialité du coin, le Sticky Toffee Pudding. C'est un gâteau qui est fait avec une base de dattes dénoyautées que l'on va venir réchauffer et ça va venir à la fois sucré et donner une texture super cool à ce gâteau. Aujourd'hui, on va aller s'inspirer du côté de London Jackson Boxer qui fait ce Sticky Toffee Pudding en version madeleine. J'avais pas de moule à madeleine, c'est des petits moules en forme de coquillage, on adore, mais donc en portions individuelles, que l'on va venir laquer avec une sauce au caramel, c'est absolument délicieux. Le tout avec une glace vanille, le chaud de la sauce qui va venir faire fondre la vanille, on va dipper la madeleine. J'ai déjà faim alors qu'on n'a pas commencé. Avant de commencer, nous avons donc dénoyauté ces petites dattes. Évidemment, vous avez la possibilité de les acheter déjà dénoyautées. Il y a besoin de 280 grammes, ça va assez vite, donc on peut le faire à la maison. On y va? C'est parti? Let's go! Alors là, pour commencer, on va faire une sorte de bouillie de dattes, un peu de bicarbonate de soude alimentaire, et on va venir peser l'eau brûlante par-dessus. Perfecto. Et maintenant, on laisse macérer ça pendant 10 minutes. Et maintenant, on va mélanger le beurre. Idéalement, il faut qu'il soit un peu mou déjà. Le sucre. Et maintenant, on mélange. Ouais, comme il n'était pas très mou, c'est un peu une galère, ça en fout partout, mais au pire, vous le faites avec une maryse pour créer une sorte de pâte. Ça fonctionnera très bien, mais avec le batteur, ça va ramollir automatiquement le beurre. Et ça va venir tranquille. Ça rappelle un peu le gâteau du menu numéro 1 pour le moment. Promis, il n'a rien à voir. Si vous êtes vraiment en galère, on sort la maryse et on appuie pour travailler un peu plus le beurre, parce que là, il est trop dur et du coup, on en met partout. Hop là. On commence à se rapprocher gentiment d'une pâte. Bon là, on commence à avoir une pâte. On vient casser le premier œuf. Et là, on vient battre, toujours avec son batteur électrique. Ça marche évidemment beaucoup plus facilement. Et on incorpore les œufs un par un. Et là, on va pouvoir incorporer la farine. On y va progressivement. Soit vous faites comme dans le menu numéro 1 et vous pouvez la tamiser, si vous n'avez pas le temps comme moi. Vous y allez directement en essayant de le faire au fur et à mesure, en 3-4 fois quoi. Ah, du coup, on va avoir une pâte qui est un peu plus dense. Ne vous en faites pas. Il y a la datte qui va venir refluidifier le tout juste après. La pâte de gâteau crue, je suis désolé, mais c'est incroyable. Bon, la pâte de gâteau, elle est bientôt prête. Et alors, vous pouvez le faire soit au presse-purée, soit si, encore une fois, vous êtes un feignard, une feignasse comme moi, on y va au blender. C'est là que vous comprenez pourquoi ça s'appelle un Sticky Toffee Pudding. C'est que, du coup, la pâte de datte a vraiment la consistance du pudding. Et c'est parfait, ça va venir délier notre pâte. Avant de mélanger tout ça, on ajoute une pointe de sel si on n'a pas utilisé de beurre salé, sinon ça devrait aller. Un petit peu de levure chimique. Ça va permettre à notre gâteau de lever un peu, tout en étant bien moelleux. On repart sur la pâte. Donc là, on commence à avoir vraiment une chouette consistance. Et on ne va pas gâcher la maryse. Meilleur ami du pâtissier. Merveilleux, check. On fait préchauffer le four à 170 degrés et on va pouvoir prendre nos moules, les beurrer, pour pouvoir mouler nos petits gâteaux. Comme je vous le disais, j'ai pas des moules à madeleine, mais ça fonctionne très bien. Je fais mes madeleines là-dedans, c'est délicieux, c'est trop beau. Et il y a la quantité parfaite pour faire une grosse bouchée.
Et ça, j'aime bien. On va beurrer nos moules, non pas meurer nos boules. Soit vous pouvez le faire avec un pinceau, soit directement avec un morceau de beurre. Là, j'avais du beurre fondu, donc on y va directement. On est généreux, mais pas trop. Faut qu'il y en ait bien dans tous les petits interstices. Soit vous avez une poche à douille, pas forcément avec une douille, mais soit sinon, on va juste prendre notre pâte. Et là, on va remplir nos moules aux 3/4. Très important parce que la pâte va lever et il faudrait pas que ça déborde. Donc là, on est bientôt bon. Le premier, il faut toujours un peu se mettre en jambe. Là, c'est pas plus. J'en fous partout. Bon, c'est évidemment facultatif, mais vous pouvez nettoyer vos bêtises. Sauf si vous l'avez fait à la poche à douille, et dans ce cas-là, normalement, il n'y a pas de souci. Le four est chaud, nous allons pouvoir enfourner. Et c'est parti pour 25 minutes environ. On va contrôler au fur et à mesure de la cuisson. Les madeleines sont au four. On va pouvoir s'occuper de la petite sauce caramel. Petite, c'est un bien grand mot. On va verser de la crème liquide, normalement du beurre, mais là j'ai du beurre fondu, donc je mets directement du beurre fondu. S'il est froid, enfin en morceaux, ça sera parfait. Le sucre brun, j'aime bien y ajouter une pointe de sel, une gousse de vanille ou une pointe de vanille liquide. On allume, on met sur feu doux moyen et on va laisser fondre le sucre gentiment. Là, ça commence à avoir une jolie petite tête déjà. On va essayer de porter tout ça à ébullition. Pas trop fort, mais s'assurer vraiment que le sucre fonde. Là, on le voit, il y a encore des cristaux. Et donc, on reste à côté, on surveille. Plus le sucre va fondre, plus la sauce va prendre une couleur foncée, très appétissante. On mélange pour être sûr qu'il accroche pas au fond. Et on va laisser monter en température. Bon, attention, quand on porte à ébullition, on le voit, la crème, ça peut monter là très vite. Donc, évidemment, on joue un peu avec le feu. On mélange pour s'assurer que ça déborde pas. En tout cas, faites pas les malins, quoi. Laissez pas ça tout seul sur le feu. Et là, on laisse réduire tranquillement. Bien fait de surveiller, là à 170 degrés en 20 minutes, on était pas mal. Donc je préconise d'être entre 20 et 25 minutes en fonction de votre four, de la pâte du jour, de l'humidité ambiante, de l'humeur de votre levée. En tout cas, il faut surveiller. Tout comme cette sauce caramel qui est en train de réduire tranquille. On va être bien synchro, ça va être pas mal. Pour les madeleines, on va les faire reposer sur une petite grille. On n'est pas obligé, hein. Ça fonctionnera très bien. Retournez dans l'assiette. Si vous n'avez pas de grille, vous prenez un couteau là pour décoller. Parfois, il y a des petits morceaux qui accrochent un peu. N'hésitez pas à les aider. Et voilà. On en parle de ces petits coquillages tout mimes, là. Pour la sauce, je pense qu'on va être pas mal. On peut couper le feu et la laisser quand même au chaud parce qu'on va la servir chaude. Alors, faut pas qu'elle soit non plus brûlante de ouf parce qu'on va avoir la glace. On ne veut pas transformer le tout en soupe directement. En revanche, il faut quand même qu'elle soit chaude. Écoutez, on va pouvoir passer au dressage. On a sorti la glace 10-15 minutes avant de passer à table. Il faut qu'elle soit un peu molle. Pas de la soupe non plus. J'ai oublié ma cuillère à glace. Je suis très triste. Mais du coup, je suis une quiche en quenelle. Enfin, en rocher. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on va faire un truc qui ressemble. Je fais une double boule parce qu'on est des gourmands ou pas. On se met 3 petites madeleines, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Et maintenant, un déluge de sauce, encore chaude, à la fois sur les madeleines. Et voilà, ça c'est la final touch, Maldon Salt ou fleur de sel. Ça donne envie de taper dedans, hein. Franchement, c'est pas trop mignon ça. Là t'as un mélange de tout. Ça croustille un peu sur les bords de la madeleine, c'est moelleux à l'intérieur, c'est froid et crémeux sur la glace. On a ce côté chaud et onctueux du caramel, le petit croustillant de la fleur de sel. Franchement, que demande le peuple? Là, on tape vraiment dans la bouchée parfaite. Il faut que le caramel il fasse fondre la glace. Je bave avant même de l'avoir en bouche. C'est maxi coquin. Pas besoin d'être Einstein pour le voir que c'est coquin. Mais en bouche, je peux vous jurer que... ça, les gens vont vous en redemander. On s'est pas loupé sur celle-ci. Ah, je viens de tout manger, mais ça m'a presque redonné faim cette histoire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'était très chouette d'aller explorer des menus, des recettes que j'avais pu voir à droite à gauche, d'essayer de les reproduire ici, sans forcément avoir les fiches techniques, hein. Il a fallu essayer de deviner les étapes de la recette, les produits, en regardant les photos dans des vidéos, voire même des menus sur internet, mais j'ai adoré être le petit Sherlock des Instagram et de YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre le lien des restaurants dans la description, vous pouvez aller suivre leur travail, ça me donne très envie d'y aller. Si vous voulez, on s'y retrouve. Et si vous voulez, on va même faire des vidéos là-bas, car j'ai très envie de vous emmener avec moi dans une petite vidéo YouTube pour aller grignoter à Londres, dans le Somerset et même dans le Kent. Je vous dis à la semaine prochaine pour le menu full végétarien. Vous allez voir, c'est très gourmand, voire même très coquin. Faut toujours que je dise c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.